Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Monseigneur, comment ça va? Eh ben ça va très bien et toi Mathias? Écoute, ça va pas terrible, mais, mais ça, bon, c'est comme ça, c'est l'été, on tombe malade. C'est ça, on tombe malade, il fait chaud. Il y a plus de saison, ma petite dame. Eh oui, tout à voilà. fait. Néanmoins, nous allons faire un Backlight aujourd'hui. Oui. Et le film que nous allons Backlighter, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan. Chef-d'œuvre attendu et annoncé. Oui. Ce que je propose, Monseigneur, c'est qu'on fasse un petit peu comme d'hab. On va commencer par une petite partie sans spoil. Ouais. Et puis ensuite, on fera une partie avec spoil, avec beaucoup de spoil. On racontera tout, la fin et tout. Cette partie-là sera seulement sur YouTube. Tout à fait. Et voilà, enfin, avec la première aussi. Hein, mais Oui. donc la première partie sans spoil sera sur Facebook, sans la deuxième partie. Monseigneur, sans spoil, qu'est-ce que tu as pensé d'Oppenheimer? Est-ce que c'est bien le chef-d'œuvre qu'on attendait? Alors, qu'est-ce que c'est déjà Oppenheimer, peut-être? Oui, on peut dire un mot là-dessus. Donc, c'est une sorte... Ah, tu vois, j'ai du mal à employer le mot, mais je dirais un biopic. Oui, il faut employer le mot. Ouais, c'est centré sur un personnage historique, donc. Oui, voilà. Donc, enfin, c'est centré sur une œuvre, qui parle donc d'un personnage historique, donc un biopic sur Oppenheimer, qui est donc, allez, le père de la bombe nucléaire. Oui, on peut dire ça. Ouais. Aux États-Unis. Et donc, en fait, ça raconte globalement son histoire. Voilà, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, et on va en parler. C'est toujours plus compliqué. C'est toujours plus compliqué que ça. Alors, mon avis, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, je suis un petit peu déçu, pour ma part. Je suis un petit peu déçu parce que je trouve que on est dans tous les travers de Nolan, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un premier problème... en fait, le film fait beaucoup de retours en arrière. Enfin, on a un... Oui, il y a plusieurs temporalités. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de temporalités. Même pas plusieurs. Oui, il y en a beaucoup. Oui, c'est qu'il n'y en a pas que deux. Voilà, il n'y en a pas que deux. Il n'y en a même pas que trois non plus. Enfin, il y a beaucoup de temporalités. Le scénario n'est donc pas linéaire. Et alors ça me pose pas de problème. D'ailleurs, il y a des films qui sont très bien faits comme ça. Voilà, c'est pas un problème. Mais sauf que là, il y en a beaucoup. Et en fait, on s'y perd. Tout le début du film, moi, je me suis dit, je sais pas, ça dure peut-être 30 minutes, 40 minutes, là, au début, où je me suis dit, si tout le film est comme ça, je vais décrocher, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle. On n'arrête pas de sauter d'une temporalité à une autre, avec des personnages qui, alors, des fois, sont assez différents, parce que ils ont les cheveux blancs, voilà. Mais des fois, pas tant que ça. Ils ont plus ou moins de rides aussi, donc c'est comme ça que tu arrives à peu près à savoir. Mais voilà, des fois, tu sens qu'il y a que quelques années de différence, donc franchement, il faut reconstituer le truc. Plus le film avance, plus tu comprends quelles sont les temporalités et tout, mais au début, tu es perdu complètement. Et il faut faire vraiment beaucoup d'efforts. En plus, il y a un name dropping qui est énorme dans le film sur tous les scientifiques, les machins, ceux qui trahissent, enfin. Il y a beaucoup de noms, donc il faut vraiment s'accrocher. Écoute, moi je dirais que c'est pas un mauvais film. J'ai du mal à dire que c'est un mauvais film. Non, c'est pas un mauvais film. Il y a plein de choses bien dans le film, mais t'as souligné, il y a plein de problèmes. Et j'ai l'impression que les problèmes sont un peu liés au statut même du film, qui se veut être un chef-d'œuvre annoncé. Même le thème est très. C'est annoncé comme un chef-d'œuvre. Voilà, même le thème est fait pour ça et tout ça, quoi. Oui. Vraiment. Et au final, bah, t'as raison, c'est-à-dire que comme souvent chez Nolan, enfin comme souvent récemment chez Nolan, parce que c'était pas trop le cas avant, mais il y a moins d'efforts qui sont faits sur la compréhension. On disait il y a une des temporalités qui est en noir et blanc. Et je pense que celle-là, j'ai l'impression que c'est un truc de post-prod, parce qu'ils se sont dit, non mais là on pige vraiment rien, donc si on met pas un des trucs en noir et blanc, comme ça on sait que tous les moments qui sont en noir et blanc, ça se passe au même moment, on va plus rien comprendre. Ouais. Tu sens le monteur à la fin qui a dit non. Ouais. Là c'est bon, stop. Il a frérot, même moi j'y pigerai à ton truc. Quoi. Mais c'est même pas en plus la plus ancienne, parce qu'on peut se dire noir et blanc, c'est la plus ancienne ou quoi. Non, c'est une temporalité choisie au pif, voilà. Alors après, bon, on va nous dire qu'il y a tout un tas d'arguments sur pourquoi elle est en noir et blanc. Voilà, mais sûrement, mais c'est pas hyper compréhensible. C'est pas hyper accessible. Et il y a ce petit effet, chef-d'œuvre intello, mais que je trouve artificiel. Voilà. C'est ça. Parce que moi, ça me dérange pas, à la limite, des fois, de voir des chefs-d'œuvre annoncés, des films un peu intello, il y a pas de souci. J'aime bien ça aussi. Mais il faut que ce soit vraiment le cas, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est artificiel sur plein de points. Déjà, pour que ce soit un chef-d'œuvre intello, il faut que ce soit très long, tu vois. Oui. Donc, faut que ça fasse 3 heures minimum. Donc, faut que ça fasse 3 heures. Alors que là, bah, je suis désolé. Franchement, si le film, il fait 1 heure de moins, franchement, je me plains pas, quoi. Alors que, pourtant, tu vois, j'aime être au cinéma. J'ai aucun problème avec le fait de rester 3 heures devant un film. Mais là, il y a des moments, quand même, qui sont hyper longs. C'est très verbeux. Oui. Ça parle, parce que ce qui est au cœur du film, c'est plus
des sortes de procès, je vais pas en dire plus, mais voilà, des sortes de procès qui sont faits aux uns et aux autres. Voilà, donc ça parle. Et puis, bon, on essaye de savoir un petit peu ce qu'il y a dans la tête de ce personnage central, là, Oppenheimer. Et on n'y arrive pas vraiment à la fin, c'est-à-dire que même ça, c'est un peu, c'est un peu à côté. Ce qu'on disait, et moi, ce qui me désole un peu, c'est que dans cette histoire de chef-d'œuvre annoncé et tout, en fait, j'ai l'impression que tout est fait pour que certains disent, non, ouais, c'est ça, certains se sentent exclus. Mais si tu te sens exclu, tu dis ouais, non mais évidemment, c'est un chef-d'œuvre, machin et tout ça. Et puis tous ceux qui, tu vois, personne osera dire à des moments ouais, mais attends, là c'est confus, là j'ai du mal à comprendre. C'est pas autant que Tenet quand même, hein, ou quand même à un moment ça reste Tenet, quand même compréhensible. on était vraiment paumé. Là c'est pas vraiment le cas, mais voilà quoi. Et donc du coup il va y avoir plein de, je pense, de donneurs de leçons qui vont nous dire ah ouais, mais bon, si t'as pas aimé, c'est que t'as rien compris, parce que évidemment, c'est un chef-d'œuvre. Évidemment, j'ai tout compris. Évidemment, moi, j'ai tout compris parce que je sais très bien que ceci, cela. Pour le moment, tous ceux qui ont fait ça avec d'autres films, notamment Tenet et tout ça, pour le moment, ils n'ont pas réussi à me convaincre que j'étais passé à côté de quelque chose de formidable et que eux, bon, ils avaient tout compris dès le premier coup et voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit sur Tenet, et là, j'y pense un petit peu pour ce film-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais en fait, si tu prends un papier et que tu fais les schémas de toutes les temporalités, et il m'avait montré d'ailleurs, parce qu'il y en a qui l'ont fait sur le net, il me dit, bah regarde, ça marche, il y a tout qui fonctionne. Je dis, oui, en fait, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de faire ça. C'est ça. Et je le dis doublement. Faut nous le dire. Ouais. Venez avec un calepin. C'est ça. Mais même, j'irai plus loin que ça. C'est-à-dire que le film me donne pas envie de le faire. Oui. Tu vois, si le film, à la fin du film, je dis, waouh, c'est du génie, c'est génial. J'ai envie de prendre un calepin pour de revoir le film. Comme ça peut être le cas avec Inception, par exemple. Tu vois, où t'as envie de ressavoir où t'étais, à quel moment et tout ça. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, ça fait, globalement, sans révéler, l'intrigue fait un peu plouf, quoi. On se dit, franchement, tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Est-ce qu'il y a autant d'enjeux que ça dans ce film? Le MacGuffin, comme disait Hitchcock, est pas ouf, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais on va peut-être en dire plus dans la partie spoil. Voilà, on vient de finir la partie sans spoil. On quitte Facebook, donc les gens sur Facebook qui veulent voir la partie avec spoil, bah, vous rejoignez sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Le Tarpamien, pas difficile à trouver. Et à partir de maintenant, on commence la partie spoil. Ouais. Commençons par les flops. Moi, mon gros flop, c'est le sujet du film. Quel est le sujet du film? C'est-à-dire que, en fait, dans le film, vous avez alors une première partie qui est très bande-annonce. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un sujet à l'autre toutes les 10, 15 secondes, 20 secondes, avec une musique très bande-annonce, en fait, hein, qui est très couvrante, qui est très très forte, qui est voilà. Et donc, en fait, on a c'est une première partie qui est là pour parler, c'est un peu l'origine story de notre personnage, donc on nous dit que voilà, bon, c'est un homme à femme. Voilà. Grosso modo, c'est pour nous montrer qu'il a des acquaintances avec des gens qui sont communistes, c'est ça, mais qu'il n'est pas communiste lui-même. Voilà ce qu'il faut retenir de cette partie. Voilà, et qu'il a étudié dans plusieurs pays, enfin bon, etc., etc. Bon, voilà, première partie, très bande-annonce, insupportable comme première partie, vraiment à chier, quoi. Je vais pas, voilà. Mais tu vois, je te coupe juste 2 secondes, excuse-moi, mais Martin Scorsese, peut-être que t'en parleras d'ailleurs, parce que j'ai fait le comparatif, ouais. Mais Martin Scorsese, sur Les Affranchis, dit, j'ai réalisé une bande-annonce de 2h30. Oui, et Les Affranchis, c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux faire. C'est pas le même genre de bande-annonce. Moi, quand je veux dire bande-annonce, c'est pas ça. Je veux dire qu'en fait, on saute vraiment d'un truc, d'une scène à l'autre, tout le temps, sans s'accrocher, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a un moment, les films, dans un film, il y a un moment où tu t'accroches au truc et ça t'entraîne, là. Et là, t'es là, tu regardes un truc, tu vois plein de séquences. Bon, tu t'en fous, quoi. En vrai, voilà, c'est pas terrible. Après, il y a le moment où alors c'est pas le général, c'est le colonel, ou je sais plus, qui est joué par Matt Damon, qui arrive. À partir de là, je trouve que ça commence à devenir intéressant parce que c'est Los Alamos, c'est ça? Ouais. La construction de Los Alamos. Donc, cette partie qui est plus intéressante. Là où ils vont fabriquer la bombe, quoi. Et donc là, le sujet du film, pour revenir à ma critique, ça devient donc vraiment Oppenheimer, la bombe nucléaire, la construction de la bombe nucléaire, bon voilà. Mais orienté quand même avec ce fond où on fait quand même beaucoup d'allers-retours avec ce procès, entre guillemets, qui est fait à Oppenheimer à la fin, même si c'est le moment où on le voit le moins. C'est-à-dire on fait le moins d'allers-retours et c'est le moment où c'est plus intéressant. Voilà. Parce que, en fait, le problème de faire trop d'allers-retours
surtout quand c'est pour appuyer rien du tout, en fait, c'est un peu fatigant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une sorte de procès, alors qu'il n'en est pas un. On dit dans le film que justement tout est fait pour que ce soit pas un procès. C'est une commission, quoi. Enfin. Mais voilà. Mais globalement, c'est un procès où on va reprocher plein de trucs à Oppenheimer. Et on voit ça, voilà, on voit ça un peu tout le long du film. Et pendant très longtemps, on comprend pas très bien qu'est-ce qu'on lui reproche. Mais il n'y a pas que ça. Et qui. Voilà. C'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette partie-là, mais il y a aussi, alors c'est la confirmation du sénateur qui doit devenir. Oui, c'est ça. Comment il s'appelle déjà? C'est notre commission, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. qui est une commission qui doit établir les responsabilités de chacun pour savoir mais qui doit le confirmer. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la commission de, je pense, d'autres sénateurs qui se réunit pour savoir s'il peut être ministre ou pas. Il y a ça. Il y a le moment où ils sont à table et où ils parlent entre eux. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y en a plein d'autres. Bon, enfin bref. Oui, parce que l'autre axe, c'est aussi toute la partie morale de savoir s'il fallait faire la bombe ou pas. C'est ça. Est-ce que c'est moral de faire la bombe atomique ou pas? Est-ce qu'il faut faire la bombage après? Enfin, exactement. Et on est un petit peu dans la tête de tous ces personnages-là qui se posent toutes ces questions à ce moment-là. Donc, bon, tout ça pour dire que cette deuxième partie du film où on est plus centré sur la bombe jusqu'à ce qu'ils aient fabriqué la bombe et qu'ils la fassent exploser, on a moins de flashbacks. Enfin, je peux même pas appeler ça des flashbacks parce qu'en fait, c'est des changements de temporalité, quoi, voilà. On en a moins et là, c'est bien. Voilà, là, ok, c'est cool. Je commence à m'accrocher au film, ça m'intéresse. Et ensuite, on a cette dernière partie où le sujet, c'est plus tellement Oppenheimer, mais c'est cette confrontation, cette histoire d'ego entre Oppenheimer, le président, le sénateur, et j'ai paumé son nom encore une fois, mais dans le film, mais bon, Robert Downey Jr. là. Strauss, je crois, Strauss, voilà, c'est ça. Donc cette rivalité, le fait de vouloir faire tomber l'autre, etc. Et donc ça doit être probablement presque la dernière heure du film, ou en tout cas un peu moins, qui est consacrée à ça. Et ce sujet m'intéresse pas du tout, parce qu'en plus c'est pas un sujet qu'Histoire a retenu. Alors bon, Nolan s'intéresse à ce sujet-là. Sûrement, ouais. Mais je trouve que pour moi, le sujet central, c'était vraiment Oppenheimer, la bombe, etc. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui le gonfle. Et c'est pas ça le sujet de son film. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire de dire, vous croyez que le sujet du film, ça va être ça, mais en fait, ça va être un truc beaucoup plus chiant, voilà, dont tout le monde se fout. En fait, ça va être beaucoup plus intellectuel que ça, parce que, Et je dis pas que je voulais des explosions de bombes nucléaires dans tous les sens, mais il manque, moi, cette construction de Los Alamos et tout, je trouve ça sympa, mais je trouve que c'est mal exploité, et on en revient toujours à des échanges entre les différents personnages, toujours montés un peu sous forme de bande-annonce à chaque fois, c'est-à-dire très court, beaucoup de musique derrière. En fait, il y a pas un moment où on se pose, il y a pas à part peut-être le moment où la bombe explose, quoi, voilà, où là il y a cette attente, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va être filmé. En fait, on est plus dans comment Nolan va faire le truc, quoi. Voilà. C'est vrai. Mais et du coup, je trouve ça dommage. Donc voilà, pour moi, vraiment, ma critique, c'est quel est le sujet du film. En tout cas, c'est pas le sujet qui m'a touché moi. Voilà, c'est pas le bon sujet. Et je sais pas quel est le sujet du film, en fait. Ouais, bah écoute, moi, je vais dire quelque chose d'un peu complémentaire à toi. Je veux dire, mon flop, ça va être le scénario. C'est quand même pas très bien écrit, quoi. On peut dire ce qu'on veut. À la fin, c'est pas très bien écrit. Ces multiples temporalités là, ça nous perd un peu. Alors comme je l'ai dit, on finit par s'y retrouver un peu, mais malgré tout, c'est confus. Il y a trop de personnages, on sait plus qui est qui, et les personnages, c'est Bruns qui dit ça à Finch. Ah ouais, putain, on se souvient plus à ce moment-là qui et quoi à ce moment-là. Mais après, t'as des astuces de scénariste pour ça. Mais quand tu fais du name dropping, tu montes le mec, ou je sais pas, ou là, tu fais un flashback pour le coup. Ou en fait, tu fais ce que fait beaucoup Scorsese, par exemple, c'est-à-dire que tu réduis le nombre de personnages dans ton film. Quand il y a beaucoup trop de personnages. Je parlais pas de cette éventualité. Oui, voilà. Je disais, si tu veux en mettre beaucoup. Voilà, il y a plein d'astuces pour rendre ton truc beaucoup plus compréhensible. Et effectivement, voilà. Et donc, à la fin, pour moi, c'est mal écrit. Parce que c'est confus et parce que, comme tu l'as dit, encore une fois, si son sujet à lui, c'est la guerre entre Oppenheimer et Strauss, là, qui est ce personnage qui est sénateur et qui veut être ministre, et qui en fait veut se venger de d'une humiliation que lui a infligée Oppenheimer, et ça, c'est la grande révélation du film. Mais pourquoi pas? En fait, tu peux très bien tourner ça de telle manière que waouh, ça nous prend en haleine. Ce personnage, on le connaît pas, on le découvre, ça devient le méchant tout désigné. On adore le détester. Et puis on est du côté d'Oppenheimer contre ce mec-là qui est vraiment quand même un salaud de manœuvrer. Ça, Mathias. Et voilà. Mais on pourrait. Alors ça fait très. Bon, c'est beaucoup l'exemple que j'ai pris. Ça aurait ressemblé beaucoup au film de Clint Eastwood. Je trouve qu'ils sont effectivement très manichéens, très machin, mais qui fonctionnent pour la plupart, tu vois.
il y en a qui sont un peu relous, mais qui pour la plupart fonctionnent. Mais là, honnêtement, moi ça m'a pas accroché, c'est-à-dire qu'à la fin, ça fait cet effet que t'as dit, c'est-à-dire vraiment on se dit mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce mec. Puis surtout on se dit mais tout ça pour ça, c'est-à-dire le mec juste il a marronné qu'un jour le gars l'a humilié, ok. Et voilà l'humiliation en plus. Ouais, voilà, bon. Et voilà, donc il l'a mal pris, et puis finalement, donc il veut le faire tomber et tout, puis bon, finalement, ça marche pas vraiment parce qu'il y a 250 personnes qui témoignent pour dire quand même, c'est pas un salaud, donc il s'en sort plus ou moins quand même à la fin. Après, il y a certaines personnes qui pourraient te dire, voilà, en fait, c'est un peu la thématique de l'homme qui se prend pour Dieu, puisqu'en fait, il y a cette guerre d'ego sur qui va être le vrai père de la bombe, puisqu'il est désigné, donc Oppenheimer par le Times comme le père de la bombe nucléaire. Tu vois Truman qui, lui, dit non, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Tu vois, donc le sénateur qui, lui, c'est lui qui est allé chercher, C'est ça. Donc, en fait, t'as cette guerre d'ego, parce que tu pourrais croire que finalement, la bombe, tout le monde veut dire non, c'est pas moi, parce que ça a tué beaucoup de gens. Mais en fait, finalement, il y a cette guerre. Il y a une starification autour d'Oppenheimer. En fait, il se fait la une du Times en disant. Ça plaît pas aux politiques. Bon, et du coup, exactement. Et tout le monde veut tirer la couverture à soi. Et d'autres scientifiques aussi, notamment, qui le trahissent. Enfin bon, c'est Game of Thrones. C'est un peu ça. C'est ça. Mais on a un petit peu du mal, à mon avis, quand même, à s'accrocher à tout ça. Il y en a peut-être qui me contrediront. Malgré tout, on a dit que c'était pas nul. Il doit y avoir des tops, Monseigneur. C'est quoi ton top? Alors moi, mon top, c'est un peu ce qu'a dit Nolan. C'est en fait, finalement, on a dit qu'il n'y avait pas de sujet sur ce film-là, mais je suis sûr qu'on va se prendre en pleine poire. Une remarque, c'est que en fait, Nolan a dit que son sujet, enfin en tout cas ce qui l'avait intéressé dans ce film-là, c'était l'époque. En gros, lui, ce qu'il veut raconter, c'est l'époque plus qu'Oppenheimer, plus que cette rivalité, etc. Et finalement, s'il y a un truc de réussi dans ce film-là, et notamment dans toute la partie à Los Alamos et tout, je trouve c'est vraiment la retranscription de l'époque, des doutes que en fait les protagonistes ont par rapport à la bombe nucléaire. Il y a donc ce fameux, comme tu parlais du MacGuffin, quand Oppenheimer va voir Einstein, parce que alors ça c'est l'apparition un peu, c'est la guest star du film, c'est qu'il y a Einstein dans le film. Et puis il y a d'autres physiciens connus pour ceux qui... bon, c'est surtout Einstein qui a Fermi, il y a Bohr, etc. Bon. Mais disons que voilà, il y a Einstein, et en fait, donc il y a ce truc qui devient un peu on sait pas pourquoi, d'un coup, le point central du film, alors que ça allait pas au début, c'est que il y a un moment, ils ont le doute, et ça je le savais pas, je l'ai appris dans le film, que en fait la réaction en chaîne de la bombe pouvait enflammer toute l'atmosphère de la Terre et jamais s'arrêter, quoi. Voilà, donc ils ont ce doute-là. Il y en a un qui fait les calculs, il arrive à ça, les autres refont les calculs. Bon, il va voir Einstein en disant oui, regarde ce truc-là. Bon, bref. C'est vrai que t'as vu, c'est intéressant ça, parce que du coup ça nous met dans la tête de. Maintenant on sait grosso modo ce que ça fait, mais avant de savoir ce que ça fait, avant d'en faire péter t'as ce truc-là entre les mains, voilà. Et la chance visiblement est proche de zéro que ça n'arrive pas. Donc proche de zéro, il y a tout un délire autour de ça. Bon, ça nous replonge. En fait, je trouve que à notre époque, il y a plein de trucs qu'on a pris pour acquis. C'est-à-dire les bombes nucléaires, on sait comment ça marche, ça nous impressionne plus. Aller sur la Lune, ça nous impressionne plus, etc. Et je trouve qu'il y a plein de réalisateurs qui reviennent un peu en arrière, qui disent mais attendez, comme le film qu'on est allé voir en IMAX sur Apollo 13. C'était pas Apollo 13. Non, c'est Apollo 11. Apollo 11, oui, parce qu'Apollo 13, c'est le film de Ron Howard. C'est-à-dire qu'on revient sur des trucs historiques qu'on a tous pris pour acquis, dont plus personne n'en a rien à cirer. Et on dit, mais attendez, regardez, on va vous montrer comment ça s'est vraiment passé. Et on arrive à recréer du spectacle et du mystère, de la fascination, en fait, autour de sujets qu'on pensait balayer depuis longtemps. Et c'est un peu le cas, là. C'est qu'on finalement, on reparle du siècle dernier, en fait, hein. C'est ça. C'est ça, non? Mais c'est ça, mais en fait, si tu veux, la bombe nucléaire, en vrai, il y a pas si longtemps que ça intéressait plus grand monde. C'est passé, tu vois. Bon, il y a eu plein d'essais. Tu vois, Chirac faisait des essais en Polynésie. Qui en a quelque chose à cirer de ça maintenant? Alors qu'en vrai, il y a un sujet, tu vois, il y a un sujet fort, même sur tous ces essais nucléaires, etc. Et en tout cas, pour Oppenheimer, pour revenir au sujet, voilà, on replonge dans cette époque-là. Toute la construction de Los Alamos, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça raconte vraiment une époque où voilà, ils dépensent 2 milliards en 5 minutes. Tu vois le militaire qui arrive, qui dit allez-y, construisez une ville, quoi. Tu vois, il veut une ville, bon allez, hop, construis une ville, tu vois. C'est vrai. Et donc les moyens qui sont mis là-dedans, la guerre froide, le truc avec les billes, là, moi je trouve c'est bien vu, c'est-à-dire que c'est pareil. Aujourd'hui, on se dit, on voit les Russes avec Satan 2, je sais pas quoi. On a l'impression que tout le monde a des milliers d'ogives de partout. Et en fait, à l'époque, tu dis, ils galèrent à produire
des petites billes de plutonium comme ça. Alors tu vois, ils mettent bille par bille. Là, on a réussi à... C'est une métaphore avec des billes dans un verre, quoi. Voilà. C'est ça. Donc du coup, c'est intéressant de se remettre aussi dans cette perspective-là, c'est-à-dire que c'était pas simple à construire la première, quoi. Voilà, mon top, c'est ça. On se retrouve dans cette atmosphère qui est, pour moi, réussie. Ouais. Écoute, moi, mon top, ça va être simple. C'est qu'on peut dire ce qu'on veut. Bon, il s'est filmé quand même, le bougre. Lui, il avait une bonne caméra, quand même. Voilà, c'est vrai qu'il avait une bonne caméra. Il a pas fait ça avec un iPhone, quoi, tu vois. Non, c'est vrai. Oui, mais encore faut-il savoir s'en servir et éclairer. Et en l'occurrence, c'est quand même très joli. Alors bon, c'est très sombre. C'est comme beaucoup de films de Nolan. Il y a quand même, c'est très froid. Voilà, c'est très. Oui. Ça m'a moins choqué que d'autres films. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça se voit quand même pas mal. Hein. C'est froid et c'est un peu binaire comme éclairage. C'est parfois un peu lourd. Quand dans l'espèce de procès où il est filmé Oppenheimer là, ou pas où il est filmé, mais il est filmé pour le film, quoi. On va dire. Mais bon, en gros, il a une fenêtre à côté, donc il est très éclairé, surexposé, c'est dur, quoi, voilà, surexposé d'un côté et sombre de l'autre, avec un éclairage très dur, machin. C'est pas forcément hyper subtil, mais pourquoi pas? Moi, ça marche sur moi, en tout cas, ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est très bien filmé. Après, c'est vrai que c'est pas spectaculaire ce qu'il a fait avec sa caméra IMAX. Voilà, on précise, ça a été filmé, alors j'imagine intégralement en IMAX, vu ce qu'il a dit. Mathias, je te pose la question, est-ce que ça valait vraiment le coup que ce film soit intégralement en IMAX? Alors parce que un peu le moins. Mais... Oui, et puis parce que c'est pas qu'une question de taille, c'est que en IMAX t'as un capteur qui est comme ça, frérot, et du coup tu peux avoir une profondeur de champ d'un demi-millimètre. Mais est-ce que c'est et donc t'as Oppenheimer qui est flou, et quand il avance un petit peu comme ça d'un millimètre, là, son œil rentre dans le net, et ça, à part, qu'est-ce que ça ajoute? Tu vois, je veux dire, en vrai, qu'est-ce que ça ajoute? Moi, j'avoue, je suis un peu déçu. Quand on m'a dit IMAX, je me suis dit, il va y avoir des trucs un peu grandioses et tout. Alors, à part, effectivement, l'explosion de la bombe nucléaire, etc., et quelques plans parce que bon, ça se passe au Nouveau-Mexique. Donc, il y a quand même des plans de paysages un peu grandioses, etc. Mais je veux dire, à part ça, on filme des dialogues, quoi. Donc, est-ce que l'IMAX, alors je veux dire, pour 90% du film, c'est du dialogue. Donc, en fait, du dialogue pas dans des trucs gigantesques et tout. Donc, est-ce que l'IMAX, oui, c'est flou, très bien. Bon, d'accord. Des fois c'est très flou, des fois c'est, voilà. Bon, il y a ce délire de quand il y a des foules, de mettre les lettres sur un mec et après très vite sur un autre, etc. Bon, ok. Moi, tu comprends pas le pouvoir du flou. Alors que t'en as fait à une époque. T'emmerdes. mais si tu veux, mais pourquoi pas? Je veux dire, je vais pas dire non, ça vaut. Enfin, c'est juste que je trouve. C'est peut-être. Je trouve que après il avait le pognon. Oui, il avait le pognon, mais ça aurait pu être peut-être mieux utilisé. Enfin, ça aurait pu servir plus les propos du film. Et je trouve pas que c'est servi le propos du film. Voilà. J'avoue que mais c'est bien filmé. Voilà. Oui, d'accord. Vous en aurez pour votre argent. 20 € d'IMAX. De visuel, en tout cas. On l'a vu en IMAX, on précise. Oui, on l'a vu en IMAX. Disent, c'est sûr, si vous l'avez vu en Full HD. Si vous l'avez vu en screener, en DivX. En DivX, c'est sûr. Bon, voilà. Bref. Monseigneur, avant de se quitter, il va falloir donner une note à ce film. C'est en aioli. C'est sur 5 aioli. 5 aioli, c'est le meilleur film que tu as vu de tous les temps. 0 aioli, c'est la pire croûte. Il y a eu un -1 une fois. Il y a eu un -1. Je sais même plus pour quel film. Je crois que c'était Astérix. Ah oui, effectivement. Et du coup, Monseigneur... Il me doit un aioli. Oui, c'est ça. Voilà. On attend ta note, Monseigneur, du coup, en aioli. Je vais mettre une autre ronde, histoire de... Voilà. Ouais. Bon, je vais mettre 3. Voilà. 3 parce que c'est... il y a beaucoup de problèmes, enfin il y a beaucoup de trucs qui me dérangent, un intellectualisme planant qui sert pas à grand chose à part complexifier. Tu sais qu'on va se prendre tout un tas de commentaires qui vont nous dire vous êtes deux gros cons, vous avez rien compris. Mais on a compris, en vrai on a compris le film, c'est pas le problème de comprendre ou pas comprendre, c'est le problème de pourquoi tu fais du compliqué qui n'apporte rien alors que tu peux faire du plus simple, plus explicite et mieux fait, en fait. Oui, mais c'est que toi et moi, on n'a pas compris le génie, parce que ceux qui vont nous dire, eux, ils ont compris. Du génie. Bon, bref, on est trop cons. Voilà. Mais expliquez-nous. Mais c'est quand même, j'ai mis 3 quand même, parce que c'est pas un mauvais film, allez le voir. Voilà. Ouais, ça vaut le coup de le voir, en tout cas. Puis ça raconte une part de notre histoire, quand même. C'est vrai, écoute, je vais mettre la même note, 3, je peux pas mettre, en dessous de la moyenne quand même, faudrait pas déconner. Mais 3 c'est bien parce que malgré tout, c'est décevant. Souvent d'ailleurs, on est assez sévère avec les films qui ont du budget. Oui. Et là, il y a du budget quand même, tu vois. Donc bon, c'est pas ça qui pêche, hein. C'est pas comment est réparti le budget, mais
quand même, quoi. Il y a beaucoup de problèmes de scénario, de compréhension. Je veux dire, il n'y a pas de problème d'effets spéciaux, mais en même temps, est-ce qu'il y en a tant que ça, des effets spéciaux? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a toute la partie bombe. Oui, mais... C'est vrai qu'après, il aime bien faire des effets visuels. Oui, il y a beaucoup d'effets qui... Voilà. Ah, ça rajoute de la lourdeur. Puisqu'on est dans la tête des personnages qui voient des petites étoiles, des trucs, des machins. Voilà, ça, tu vas sur Adobe Stock, tu tapes background... comment on dit merde, j'ai paumé le terme. Abstract background, vous tapez, voilà. Et vous allez avoir plein de vidéos identiques. Le secret de Nolan, enfin révélé, Adobe Stock. Ouais. Merci beaucoup, monseigneur. C'était un plaisir de faire ce backlight avec toi. Oui, plaisir sans cesse renouvelé. Et d'aller voir ce film en IMAX, c'est quand même bon. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes assez nombreux, finalement, depuis Astérix surtout, à nous mettre des petits commentaires et tout sur nos backlights, à nous dire vous êtes d'accord, pas d'accord et tout. Et la plupart du temps, quand même, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous êtes plutôt... bienveillant pour employer le terme relativement à la bienveillant. Mode. Voilà, de temps en temps, il y a quelqu'un qui nous insulte, mais bon, c'est pas très grave. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir aussi. Bisous les amis, j'espère qu'on se retrouve très vite pour un nouveau Backlight. Ciao. Ciao.